Clé. Bienvenue au comité, à vous la parole. Merci, messieurs, madame les députés, de votre invitation. J'aimerais vous dire que le document qu'on vous a transmis, qui est dans les deux langues officielles, il est un petit peu ajusté, bien sûr, parce qu'il y a eu le budget hier, donc il y a bien des choses qui sont passées. Et d'autre part, on a mis à jour les derniers chiffres des différents programmes de remplacement du revenu, le PCRE, etc., etc. Donc, alors voilà. Alors, d'emblée, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on est d'accord avec l'objectif du gouvernement de réformer le programme d'assurance-emploi, tel que ça a été formalisé en début d'année avec le mandat qui a été donné à la ministre Qualtrough. Nous croyons qu'un nouvel équilibre doit être installé dans ce programme, assurant aux travailleurs et aux travailleuses du pays une meilleure protection face au chômage. Si les annonces contenues dans le budget hier peuvent participer à cette orientation, encore faudra-t-il que les mesures annoncées dépassent le stade de mesures, encore une fois, temporaires. À un moment donné, ça fera. Nous savons deux choses. La première, c'est que la crise sanitaire et ses graves répercussions sur l'économie et le monde du travail ont révélé les failles du programme d'assurance-emploi qui a littéralement implosé au printemps 2020. Avant d'être remis sur ses rails à la fin septembre de la même année, grâce à des mesures d'assouplissement qui étaient ingénieuses et qui étaient les bienvenues. Ces constats sont d'ailleurs partagés par une étude récente du Fonds monétaire international. La deuxième chose qu'on sait, c'est que si ce programme social s'est effondré l'an passé, essentiellement, c'est à cause des nombreuses mesures de compression qui ont été imposées dans les années 90, plus précisément entre 1990 et 1996, sous deux gouvernements différents mais successifs. Les 25 à 30 dernières années ont été vécues sous cette chape de plomb. On a enfermé le programme d'assurance-emploi littéralement dans une camisole de force pour l'empêcher de jouer son rôle. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière. Depuis 2001, le Comité des ressources humaines de la Chambre des communes a tenu, selon notre évaluation en toute humilité, 72 réunions officielles pour étudier le programme d'assurance-emploi. Il a entendu quelques 289 témoins, probablement plus, reçu des dizaines et des dizaines de mémoires. Le comité a produit lui-même quelques 20 rapports sur la question. Pour ma part, j'ai comparu, je pense, une douzaine de fois depuis 2001, autant devant le Comité des ressources humaines que devant le Comité des finances. Tout a été dit. Tout a été étudié. Toutes les pierres ont été retournées. Toutes les solutions ont été envisagées et chiffrées. Nous connaissons tous et toutes, vous et moi, les problèmes et les solutions. Au Conseil national des chômeurs, on a une plateforme. D'ailleurs, elle est sur la page en ligne du Comité des ressources humaines dans les deux langues officielles. Une plateforme qui est claire, qui est précise, qui repose sur des études, sur des comparaisons internationales. C'est le fruit de nombreuses discussions, débats au sein de notre organisation. C'est une plateforme et une vision de l'assurance-emploi qui repose sur une connaissance autant théorique que terrain et qui se fonde sur une longue expérience. Depuis toujours, on mène des campagnes d'opinion publique pour que ça change. Par exemple, l'année passée, on a mené une campagne sur le filet social. Il y a quelques semaines, on en a mené une avec une résolution qu'on a appelée la résolution AE21. Nos efforts n'ont jamais cessé. Par contre, je ne suis pas ici pour défendre, je vous dirais, dogmatiquement, un aspect ou un autre de notre plateforme. Je suis ici avant tout pour proposer une vision de réparation et de justice, pour proposer un programme d'assurance chômage qui soit, oui, effectivement, du 21e siècle et plus près des réalités du monde du travail et de ses besoins. Puis en ce sens, nos efforts visent deux objectifs. Un, l'élargissement de la couverture. Deux, l'amélioration des protections. Quand on parle de l'élargissement de la couverture, c'est premièrement l'étendre vers des secteurs du monde du travail qui en sont présentement écartés. Au premier chef, le monde du travail autonome. 15% de la population active, 3 millions de personnes. Cela vise aussi à assurer un meilleur accès à ceux et celles qui sont mal protégés. On pense ici aux travailleurs et travailleuses à temps partiel. 20% de la population active, aux 2/3 des femmes. On pense au monde du travail saisonnier de certaines régions en particulier. On pense aux communautés autochtones.
On parle de la nécessité d'améliorer l'admissibilité sous la forme d'un critère universel qui tienne compte de l'ensemble de ces réalités. Élargir la couverture, c'est aussi assouplir, pas de façon temporaire, de façon permanente, les trop graves sanctions rattachées aux raisons de fin d'emploi, jugées invalides. En ce moment, il faut savoir, avant la crise, un demandeur sur 4 à l'assurance emploi était refusé. Pourtant, avait travaillé et avait cotisé, mais était refusé en raison de ces sanctions. Améliorer les protections, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir au taux de prestation, à la méthode de calcul, à la période de prestation, à la durée des prestations maladie. Cela veut dire aussi chercher à simplifier l'application de ce programme par l'instauration de règles universelles et plus simples, car ce programme est devenu inutilement complexe. Pour nous, il s'agit de tendre vers ces deux objectifs et avec l'honnêteté de celui et celle qui sait qu'il n'y a rien de parfait dans ce monde. Mais nous déplorons tout de même que les mesures annoncées dans le budget hier sont pour la plupart de nature temporaire. Ça, c'est pas normal. Je réitère ce qui a été dit au début. Toutes les pierres ont été retournées, tous les problèmes ont été identifiés, toutes les solutions ont été proposées. J'ai presque envie de vous dire, pour citer un slogan maintes fois repris, do it. M. Serré, vous avez émis un communiqué de presse hier en disant qu'il y avait des grandes avancées dans le budget, mais vous avez aussi émis un autre communiqué en disant que vous n'étiez pas satisfait parce que les mesures en termes de la norme universelle, c'est temporaire, c'est une augmentation de juste une année. Vous comprenez qu'il y a des consultations qui vont être faites plus tard cette année, mais je comprends que vous êtes fatigué des consultations. Est-ce que vous avez une opinion sur la question de la couverture des travailleurs et travailleuses autonomes et à la demande? On fait des consultations, c'est sûr et certain qu'ils devraient être ajoutés à l'assurance d'emploi. Est-ce que vous pourriez donner des conseils en qui devrait être ajouté et qu'est-ce que c'est le numéro d'heure qu'on devrait utiliser comme base? Monsieur Hosfather, je vous dirais que ça fait, bien sûr, dans le cadre de la crise, on a installé des mesures temporaires. Le programme d'assurance emploi l'année passée n'a pas été capable de jouer son rôle, vous le savez comme moi. Ça s'est littéralement effondré. Ce n'est pas une joke. Là. Les bureaux fermaient, les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas, les systèmes Internet explosaient. Et le gouvernement a dû mettre en place d'urgence, mais vraiment en quelques jours, le fabriquer pratiquement comme l'avion dans les airs, un programme d'urgence qui s'est appelé la PCU. Et ça a fait la job. Il faut jamais oublier l'année passée, M. Hosfather, qu'il y a 9 millions de personnes, à un moment donné ou à un autre, qui ont perdu leur job. 9 millions de personnes, 45% de la population active. Il fallait réagir rapidement. Le gouvernement a su réagir rapidement avec cette PCU qui s'est terminée fin septembre et le gouvernement a eu le temps de réfléchir. Et quand il a réfléchi, il a mis en place des programmes qui étaient soutenables. Ceux qui n'ont pas droit à l'assurance emploi, on les envoie à Revenu Canada avec la PCRE. Et ceux, les travailleurs et travailleuses salariés, on les garde à l'assurance emploi avec des mesures assouplies pendant un an ou à peu près un an parce qu'il y a eu après ça des prolongations et toutes sortes de trucs. Ça va. Mais à partir de maintenant, on s'attend à ce que, parce on tend vers une mesure, vers des mesures, vers une transition, vers une prochaine relance. Il faut réfléchir au programme d'assurance emploi, non plus en termes de mesures temporaires. Ça fait des années qu'on joue au yo-yo avec des projets pilotes, puis des mesures temporaires, puis des ci, puis des ça. Puis je suis pas le dernier des colons, puis mon collègue n'est pas le dernier des colons non plus. Puis hier, on a étudié, mais vraiment avec beaucoup d'attention, le budget. On a écouté les commentateurs, les journalistes, les observateurs de la scène politique, les acteurs de la société civile, et nous avons tous compris que le gouvernement installait à partir du mois d'août prochain un nouveau critère unique d'admissibilité pour l'ensemble canadien, une mesure permanente de 420 heures. Ça a fait les titres des journaux. Pourquoi? Parce que souvent, dans ce genre de budget ou dans ce genre de document, on utilise un langage sibyllin. Sibyllin, ça veut dire qu'on ne comprend pas ou on comprend ce qu'on veut comprendre, puis cherche-moi. Mais il y a bien du monde qui ont compris qu'on installait un 420 heures. Puis quand on a compris, moins de 24 heures après le budget, que c'était une mesure temporaire d'un an, puis ça nous a été confirmé, ben on se dit, écoutez, là, les consultations ont été faites. Vous m'avez dit tantôt depuis 2011. Monsieur, pas depuis 2011.
Je viens devant vos comités depuis 2001. Je suis dans les groupes de chômeurs depuis 1979. Ça fait 42 ans. OK? Quand on s'est mis sur pied, c'était à l'époque de mesures de compression en 79. Là, on a appelé ça les mesures Collins du nom du ministre. Mais des années 90 là, ont été terribles, autant conservatrices que l'époque du gouvernement de Jean Chrétien ont été terribles pour le régime d'assurance-emploi. Et ça fait 30 ans que ce régime-là est pris dans une camisole de force. Tout le monde a analysé, retourné les pierres, vous-même au comité des ressources humaines. Vous me voyez un peu fâché. Bien sûr, bon, je peux me calmer aussi, rassurez-vous. Mais votre propre comité a produit des dizaines de rapports, des études sur le programme d'assurance-emploi. On connaît les solutions. Alors, s'il vous plaît, mettez-les en application. Votre gouvernement connaît les solutions. Allez-y lentement s'il le faut, bloc par bloc, mais allons-y de façon un peu plus déterminée. Soyons transparents et clairs aussi avec la population. C'est ce que je dis. Donc, est-ce que sur ces bases-là, on pourrait déjà construire? Est-ce que je comprends bien votre intervention? Oh, oui, définitivement qu'on peut construire. On connaît ces problèmes-là et on a l'expérience, donc, de la mise en place des mesures d'assouplissement de l'assurance-emploi. Donc, on s'attend qu'il y ait une sorte de projection qu'à partir de septembre ou septembre 2021, qu'on puisse, puis il n'est pas trop tard parce que pour le moment, c'est des annonces budgétaires, ça va pour la prochaine année, mais il n'est pas trop tard pour bien faire et qu'on puisse instruire un caractère permanent, ne serait-ce que sur cet aspect-là de l'admissibilité établie de façon universelle avec un seul critère et non pas 62 régions et je ne sais plus combien de taux de chômage. Un critère unique d'admissibilité, autant pour les prestations régulières que pour les prestations spéciales. Je voudrais, et on s'enligne donc vers le mois de septembre et donc mesures temporaires. Mais ça, c'est pour l'assurance-emploi. Ceux qui n'ont pas droit à l'assurance-emploi, grande inquiétude, Madame Chabot. Pourquoi? Parce que c'est, pour beaucoup, le monde du travail autonome. La PCRE, par chance, a été prolongée. Elle s'en va jusqu'à 50 semaines, mais tout ça va se terminer au mois de septembre. Il se passe quoi après? On s'attend à ce que la couverture de l'assurance-emploi et le mandat que le ministère a de réviser le programme d'assurance-emploi, c'est d'élargir la couverture vers le monde du travail autonome. Mais le mois de septembre, c'est demain. Alors, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un projet qui puisse se mettre sur la place publique et nous dire à quoi ressemblerait, probablement fondé sur ce qui existe déjà de PCRE, pour couvrir les gens du travail autonome. Parce que la crise n'est pas finie. La crise n'est pas finie. La transition vers la relance est à peine enclenchée. On ne connaît pas demain. Mais ce qu'on sait, puis les gens du travail autonome sont les premiers à le ressentir, c'est au mois de septembre, il n'y a rien. Là, il y a un sérieux problème. Et là, je pense à tous nos amis du monde de la culture et tous les secteurs du monde du travail autonome. C'est beaucoup de monde. Il faut réfléchir à l'ensemble de ça et intervenir avec des mesures qui soient, dans le cas de l'assurance-emploi permanente, et on a très hâte que cette couverture s'élargisse au monde du travail. Adopting universal criteria for EI eligibility. You spoke a little bit about that today in committee today. Can you explain why the expansion of coverage is important and what recommendations, in addition to some very quickly that you've already discussed, you would add? Historiquement, je vous dirais jusqu'en 1990, le régime d'assurance-emploi connaissait une couverture qui était quand même très bonne. Jusqu'en 1990, il y a à peu près au-delà de 80%, sinon à peu près 85% des travailleurs et des travailleuses qui étaient protégés et couverts par le programme d'assurance-emploi. Donc, s'ils perdaient un emploi, pouvaient s'attendre à recevoir des prestations d'assurance chômage, comme on appelait ça à l'époque. Et toutes les mesures de compression entre 90 et 96 ont eu pour objet de briser. Et c'était l'objectif, je pense, de ces gouvernements-là, de cette époque-là, de briser l'accès à l'assurance-emploi. Il y avait sûrement des calculs comptables aussi, parce qu'on peut se souvenir de mauvaise mémoire, les surplus accumulés et détournés. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, on a brisé ce régime-là, son accès. On l'a rendu beaucoup plus difficile. Et en 96, par exemple, quand l'assurance chômage devient l'assurance emploi, on en profite pour demander beaucoup plus de temps de travail pour se qualifier.
Et ce faisant, on sait très bien où est-ce qu'on s'en va. C'est les gens qui travaillent à temps partiel, c'est-à-dire 20 de la population active, aux 2 tiers des femmes, qu'on va littéralement éjecter du système. Les chiffres sont là. Et aujourd'hui, la couverture est à peu près de 40% du monde qui font une demande de chômage. Alors, il y a un vrai problème là. Il faut réfléchir et on pense qu'un critère unique d'admissibilité et tenant compte de toutes les réalités qui sont diversifiées dans le monde du travail, de saisonniers, de temps partiel, de surappel, de contractuels, etc., pourrait répondre aux besoins. Le critère de 420, là, il est excellent. Il faudrait qu'au lieu d'en faire une mesure temporaire, on en fasse une mesure permanente. Vous savez, je termine avec ça, le Canada est le seul pays au monde qui possède un programme d'assurance chômage, parmi tous les pays qui possèdent et le seul pays qui a un critère d'admissibilité fondé sur le lieu de résidence. En fonction de là où tu habites, tu vas avoir un critère d'admissibilité X qui va être différent d'une autre région. Il faut arrêter, il faut simplifier ce régime-là. Il faut faire en sorte aussi que les cotisants soient protégés. Yes. Est-ce qu'il y a une évaluation? Parce que je comprends que la COVID est venue évidemment changer la donne. Il y a des éléments qui ont été ajustés temporairement. Vous espérez que ces données-là, que ces mesures-là deviennent permanentes au lieu d'être uniquement temporaires. Est-ce qu'il y a une évaluation est-ce que vous avez fait une évaluation des coûts associés à l'employeur et à l'employé si on prenait le 420 heures de base à travers le Canada et qui serait de façon permanente? À savoir qu'on ajouterait 15% de travailleurs autonomes qui ne sont pas actuellement, des contractuels, des temporaires, etc., saisonniers. En fait, on englobait tout le monde. Est-ce qu'il y a une évaluation des coûts qui ont été faits de part de votre équipe ou de la part du gouvernement? Excusez mon ignorance. Là. Ben, moi, je vous dirais, non, c'est pas de l'ignorance, monsieur Généreux, mais je vous dirais, si vous allez fouiller dans les boîtes d'archives du Comité des ressources humaines, vous allez trouver plein d'études et plein de chiffres. Mais les études sont des études. Je vous donnerai un exemple. Ouais. Je vous donnerai un exemple. Parce qu'en ce moment, le taux de cotisation est un des plus bas depuis 40 ans, à 1,58. Je me souviens très bien, on était en 2008-2009, au moment de la dernière crise, là, la crise économique qu'on a eue à cette époque-là. J'étais à la radio avec des économistes, un économiste assez de droite, je dois avouer, de l'Institut économique de Montréal. Et on discutait de la proposition du chef libéral de l'époque, Ignatieff, qui était d'établir un critère unique d'admissibilité à l'assurance-emploi de 360 heures pour passer à travers la crise. Et cet économiste-là me disait, non, on peut pas, ça va coûter trop cher, le taux de cotisation, et etc. Alors, j'ai posé la question de la peine de lait. Savez-vous, madame, à combien est établi présentement le taux de cotisation? Et elle me dit, c'est 2 piastres pour les travailleurs. J'ai dit, non, madame, j'ai les chiffres devant moi, j'ai tous les taux de cotisation depuis 1972. Il était de 1,73 $ à l'époque. Alors, j'ai dit, madame, si vous croyez qu'à 2 $ on s'en sort pas si pire, mais qu'il ne faut pas l'augmenter, le 26 sous de différence règle tous les problèmes. On a soulevé beaucoup la question des prestations maladie tantôt. Le directeur parlementaire du budget a dit de faire passer les prestations maladie de 15 à 50 semaines. C'est une augmentation de 6 sous. De la contribution ouvrière, c'est-à-dire dans ce cas-ci d'une pièce 58 à une pièce 64. Oui, il y a tout à fait. Personne qui va aller se pitcher du haut du pont. Pour absolument voir, pas. Ben voilà. Non, absolument pas. Mais je réitère ma question. Oui. Est-ce qu'on a des données probantes au moment où on se parle? Si on prenait, parce que je vais vous avouer que en tant qu'entrepreneur, une des difficultés qu'on a vécues depuis le début de la COVID, c'est de trouver du personnel. Dans mon comté, actuellement, au moment où on se parle, il y a au moins 5 à 600 emplois disponibles à des taux d'horaire qui varient entre 15 et 25 piastres de l'heure. Ces emplois-là sont disponibles, mais plusieurs se sont retrouvés sur la PCU après avoir perdu leur emploi l'été dernier et ont profité, en tout cas, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, sont demeurés sur la PCU jusqu'à la fin de son terme et dans certains cas, ont eu un droit à accès à l'assurance chômage ou un autre, là, de façon à ce qu'ils ne sont pas nécessairement retournés travailler, même s'ils avaient la possibilité de le faire. Le coût de ça actuellement est que des entreprises dans mon comté, en tout cas une entre autres à qui je pense, ne sont pas capables de trouver de travailleurs au moment où on se parle. C'est des salaires à 18 $ de l'heure. Ils pensent se relocaliser aux États-Unis carrément. C'est parce qu'on a aussi un problème au niveau de l'immigration. Ça, c'est clair. Là. Donc, les travailleurs, il y a un coût associé à ça aussi. Bien sûr, et le coût est énorme depuis le début de la crise. Hein? Tout à fait.
200 milliards de dollars ont été dépensés en mesure de remplacement du revenu depuis le 15 mars 2020. 200 milliards de dollars, là, c'est plus que 10 ans de budget d'assurance-emploi. Absolument. Sauf que on est venu aider des millions et des millions et des millions. Souvenons-nous, M. Généreux, toute notre vie, qu'il y a eu seulement en 2020, il y a 9 millions de personnes, à un moment donné ou à un autre, qui ont perdu leur emploi. Ouais, puis je ne suis pas en train de dire que c'était pas nécessaire. 45% de la population Je ne suis pas en train de dire, mais il faut, en tout cas, je vais me faire l'avocat du diable, là. Il y a quand même 100 milliards d'économies qui ont été faites de la part des Canadiens depuis le début de la pandémie. Donc, il y a beaucoup d'argent dans l'économie au moment où on se parle. Ça ne vient pas de la PCU, monsieur. Ça ne vient pas de la PCU. La PCU, c'est l'équivalent du salaire minimum. Faites le calcul du salaire minimum fois 40 heures, ça donne plus que la PCU. La PCU a le dos large. Si les gens ont pu économiser, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas voyager, ils ne pouvaient pas consommer la culture, ils ne pouvaient pas dépenser dans les restaurants etc. Moi-même, j'ai dépensé moins d'argent. Sauf qu'avec la PCU, les gens ont payé leur compte. Cet argent-là est revenu directement dans l'économie de proximité. Vous êtes un employeur, vous avez une entreprise, mais les gens qui sont allés dans votre entreprise pour acheter des biens de consommation, souvent, ils l'ont fait quand ils étaient chômeurs avec cet argent-là de la PCU ou de l'assurance-emploi. C'est un argent qui revient directement dans l'économie de proximité. Totalement d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord. J'ai déjà fini. Oui. Oui, j'aurais aimé continuer, M. Généreux, pour voir qu'on reprenne. And your feedback, perhaps through you, from your membership, on how these flexibility benefited them, or more importantly, benefit the workforce of our country. Vous me posez la question à moi? Yes, for Mr. Ça a profité à l'ensemble du monde du travail qui s'est retrouvé paralysé par la situation sanitaire. Le choc a été brutal l'année dernière. Il s'est poursuivi. Il y a encore des chocs qui sont tout à fait graves. En ce moment, on voit ce qui se passe en Ontario. L'économie est paralysée en maints endroits. Alors, ces mesures de remplacement du revenu qui débarquent auprès de la population, écoute, ce sont des mesures qui sont courageuses, je crois, des mesures qui étaient nécessaires. On ne laisse pas tomber sa population. On ne laisse pas tomber les citoyens et les citoyennes de ce pays. Particulièrement l'année dernière, au moment de la PCU, on a complètement tassé l'assurance-emploi dans toutes ces variables de régulier, maladie, proche aidant, de toute cette patente-là. Et on a fait une seule prestation fondée sur la bonne foi. Il y a à peu près 9 millions de personnes qui se sont retrouvées sans emploi, qui ont pu bénéficier de cette mesure-là. Remplacée par la suite avec la PCRE. Et je soulignerai que Marie-Hélène Dubé, à partir de la PCRE, dit une chose qui est vraie. Les gens qui sont malades et qui n'avaient droit ou qui n'ont droit qu'à 15 semaines de prestation maladie et qui ne peuvent démontrer un tant soit peu une certaine capacité ou disponibilité ou capacité, disons, à travailler, bien sûr, n'ont pas droit à l'assurance-emploi, mais n'ont plus droit à la PCRE non plus et se retrouvent dans un trou. Et là, il y a quelque chose qui doit être comblé. Et là aussi, il n'est pas trop tard parce que ça n'a pas été souligné depuis le début. Mais le 26 semaines de prestations maladie qu'on va mettre en place, c'est seulement à partir du mois d'août 2022. 2022. Pourquoi attendre jusqu'à l'année prochaine, au mois d'août 2022, alors que dans le cadre actuel, on a fait plein de mesures temporaires, de prolongation de ci et de ça, et on pourrait très bien aller un peu plus rapidement, vous le savez comme moi. Alors, ça devrait être fait et assez rapidement. Nous revendiquons 50 semaines de prestations maladie. Nous revendiquons une période universelle de 50 semaines de prestations, autant régulière que maladie. Mais là, il y a une avancée sur les 26 semaines. Nous les saluons, tout en disant que ce n'est pas assez et qu'on va continuer à se battre pour que ça devienne 50 semaines. Mais quand on a quelque chose, quand on